Bienvenue dans Une semaine dans le monde sur France 24. Nous refaisons le tour des unes internationales de la semaine avec nos éditorialistes. Richard Verly est avec nous cette semaine. Bonsoir Richard. Bonsoir Stéphanie. Correspondant France-Europe pour le quotidien suisse Blick. Merci d'être là. Laure Simoes est avec nous, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Bonsoir Laure. Philippe Moreau-Chevrolet est avec nous cette semaine. Bonsoir, président de MCBG Consulting, une agence de communication spécialisée dans la communication personnelle des dirigeants. Vous aurez des choses à dire sur Emmanuel Macron, Absolument. bien sûr. Ziad Limam est avec nous, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonsoir Ziad. Bonsoir. Au sommaire cette semaine, Donald Trump qui remporte une très large victoire dans l'Iowa lors de la toute première primaire républicaine. Il conforte son statut de favori. Ron DeSantis est deuxième, Nikki Haley troisième. C'est un match retour Biden-Trump qui se profile pour l'élection présidentielle de novembre. Emmanuel Macron veut régénérer son quinquennat. Le président français promet une France plus juste et plus forte lors d'une longue conférence de presse de plus de 2 heures. Le président français veut notamment un réarmement civique du pays et relancer la natalité. Emmanuel Macron se rendra en Ukraine au mois de février. Il veut aussi poursuivre les discussions pour un cessez-le-feu au Proche-Orient. Les Houthis revendiquent des tirs contre un navire américain dans le golfe d'Aden après les frappes américaines et britanniques sur les sites militaires au Yémen. Les États-Unis qui classent les rebelles de terroristes. Et puis en Équateur, des images assez incroyables. Les forces armées se lancent maintenant dans une nouvelle opération dans la prison de Guayaquil. Le procureur chargé de l'enquête sur l'assaut contre la télévision a été assassiné. Et direction tout de suite les États-Unis, où Donald Trump, je vous le disais, est sorti largement vainqueur de cette toute première primaire républicaine dans l'Iowa. L'ancien président a remporté 51% des voix. Ron DeSantis, 21%. Nikki Haley, 19%. Les votes ont eu lieu dans 99 comtés de l'Iowa. C'est un État du Midwest qui était d'ailleurs confronté à une vague de froid sans précédent. On écoute Donald Trump. I really think this is time now for everybody, our country, to come together. We want to come Il est together. vraiment temps maintenant que tout le monde s'unisse, que le pays s'unisse, que l'on soit démocrate, républicain, progressiste, conservateur. Nous devrions pouvoir arranger le monde, ses problèmes, les morts, les destructions dont nous sommes témoins. Il n'y en a jamais eu autant. Richard, là, on parle d'une victoire historique. C'est quasiment une première, en fait, dans l'Iowa, de remporter plus de 51% des voix à une primaire. Oui, la stratégie de Trump a fonctionné. Sa stratégie a consisté à utiliser la communication le plus possible, à être dans la confrontation permanente, à littéralement mépriser, parce que c'est le mot, ses adversaires au sein du Parti républicain, puisqu'il a refusé de participer à tous les débats. Donc il s'est tout de suite, au fond, positionné comme le vainqueur inéluctable de cette primaire. Et semble-t-il, ça marche. C'est-à-dire que les électeurs ont compris que c'était Trump et personne d'autre au sein du Parti républicain. Alors on peut encore avoir des accidents, mais là, il est vrai qu'il assoit sa position de numéro 1. Qu'en dit le communicant ? Oui, il utilise la communication très bien. Puis il faut reconnaître qu'il a des adversaires aussi historiquement faibles. Ron DeSantis, Nikki Haley, c'est pas des grands politiques qui ont assis leur réputation depuis très longtemps. Ils n'ont pas la dimension de Trump. Les médias pariaient tout de même, les médias conservateurs pariaient beaucoup sur Ron DeSantis. Il y a un an. Les médias conservateurs, ils sont comme tous les médias en ce moment face au phénomène populiste. Ils sont un petit peu à côté de la plaque. On a tous beaucoup de mal à évaluer le populisme. Et lui, il se présente comme un futur dictateur. C'est quasiment comme ça qu'il le dit. Il dit aussi que s'il est élu, il se donnera à lui-même une immunité totale en tant que chef de l'État. C'est ce qu'il vient de déclarer il y a 3 heures. Et ça lui rapporte des voix. Oui, ça lui rapporte des voix parce qu'il donne du pouvoir aux gens en s'en donnant à lui-même. Alors c'est un peu difficile, mais il dit aux gens, je suis comme vous, je suis excessif, vous me connaissez, je suis authentique parce que je suis moi. Je ne fais aucune concession sur qui je suis et les gens consomment ça un peu comme un spectacle et au fond ont envie d'y croire, envie de croire au personnage. Et c'est plus fort que Biden en entrée de campagne parce que Biden, c'est un diesel, c'est sur la durée. Trump, lui, il est flamboyant tout de suite. Ziad, mais qu'est-ce que ça dit de la démocratie américaine ? Que la moitié du pays est à moitié cintré. Non, mais il faut dire les choses franchement. C'est-à-dire qu'ils sont, les gens qui votent aujourd'hui, 51%, je ne sais pas combien il a fait il y a 4 ans, mais en gros, c'est la base indéboulonnable de Trump. Là, il y a eu un vote évangélique important dans l'Iowa. Ça sent son passif
personnel, en termes de comportement personnel, je suis quand même assez épaté que les évangélistes votent comme un seul homme pour ce monsieur. Et ce qui est assez terrifiant, non, parce qu'on commence à avoir l'habitude, c'est qu'en fait, les nuances entre lui, DeSantis et Haley sur le plan programmatique ne sont pas non plus spectaculaires. Donc on peut dire qu'en gros, 85% du Parti républicain est devenu totalement populiste. Or parce que Nikki Haley, elle se donne des airs de diplomate, mais quand on l'écoute, c'est absolument ultra réac. Même chose pour DeSantis. Et ce qui me fascine encore plus, c'est qu'il devient incompréhensible. C'est-à-dire quand on écoute ses discours, on ne comprend plus rien. Là, il parle de faire rassemblement. Enfin, c'est le Christ débarque. Il donne comme l'idée qu'il ne sera pas interventionniste. Il ne fera pas la guerre en Ukraine. Il a fait un autre discours sur je ne vous laisserai pas vous faire débanquer. Débanquer en anglais, personne n'a compris ce que ça voulait dire. Donc, il titube un peu. Enfin, il y a aussi cet aspect-là qui est valable d'ailleurs pour peut-être l'autre candidat aussi. C'est-à-dire qu'on a quand même ce pays qui est extrêmement puissant, qui est la première puissance, la première économie du monde, la première armée du monde, qui fait et défait un peu ce qu'on vit, où la compétition se joue en pleine gérontocratie avec des parce que Biden, le prochain président sera probablement le plus vieux. C'est aussi des États-Unis. Le parti démocrate des années 80-90. C'est pas non plus un parti qui est branché sur ce qui se passe en ce moment. On voit ce qui se passe avec le Moyen-Orient, comment ils sont décalés. C'est très surprenant qu'il n'y ait pas les hommes d'affaires. J'ai lu un article sur le fait que les hommes d'affaires disent Trump finalement c'est pas si la liberté. Mal. Wall Street dit c'est pas si mal, alors que Wall Street a été dopé par l'argent pratiquement gratuit de l'État fédéral pour sortir du Covid. Donc c'est un drôle de pays en ce moment. Drôle de pays. Et puis toutes ces affaires judiciaires, Richard, peut-être faut en dire un mot. La Cour suprême d'abord qui doit se prononcer sur l'inéligibilité de Donald Trump. Après donc les deux cours suprêmes du Maine et du Colorado qui ont disqualifié Trump justement de la primaire. Donc elle doit se prononcer le 8 février. Il y a quand même 91 chefs d'inculpation dans 4 affaires au pénal contre Donald Trump. Alors évidemment, il y a la vitesse de la justice et il y a la vitesse électorale. Enfin, le point d'interrogation, il est là, en fait. C'est-à-dire jusqu'à quel point la justice américaine peut l'abîmer, voire faire obstacle à sa candidature. Et ça, c'est la grande question aujourd'hui. Mais encore une fois, sa stratégie qui consiste à apparaître comme inéluctable, elle a de quoi aussi impressionner les juges. Je ne dis pas que les juges vont se laisser impressionner, mais on voit bien quand il se permet de ce qu'il a fait à New York, c'est-à-dire d'interpeller au tribunal. D'ailleurs, il a été repris par le juge en question qui lui a dit de se calmer, qui a dit à son avocat « calmez votre client ». On est à un point où finalement, c'est le bulldozer. Quoi qu'il y ait devant lui, il se promet de le surmonter et d'arriver jusqu'à la Maison-Blanche. C'est très puissant comme discours et encore une fois, les gens veulent y croire. C'est le show Trump. Oui, c'est le show. Mais c'est ça qu'on ne comprend pas. En fait, c'est pareil pour Javier Milei, le président argentin, qui a été applaudi à Davos. Quand on dit Javier Milei, l'homme à la tronçonneuse applaudi à Davos, ça fait... Non, mais il y a une sorte de fascination. Il y a une sorte de fascination. Oui, mais le fait qu'on l'invite déjà... Oui. C'est le nouveau président en même temps. Capitalisto-libertaire qui propose un peu tout et n'importe quoi, qui est à la fois, quand on l'écoute, pro-russe et en même temps a envie de passer son économie sur le dollar. Il arrive à se faire inviter, applaudir à Davos. C'est quand même quelque chose... On est fasciné par ce type de personnage. Il y a une popularité des populistes, en fait. Oui, les démocraties ne sont pas équipées pour lutter contre des gens comme Trump ou comme Milei, ou en France, comme... on n'a pas vraiment d'exemple pur, mais on a un petit peu avec Marine Le Pen qui devient un petit peu différente. Mais Mélenchon, par exemple. On voit les démocrates essayent de faire montrer, par exemple, la vice-présidente en ce moment. C'est intéressant parce qu'ils voient qu'ils ont besoin de consolider ce flanc moderne, un peu centre-gauche, qui parle aux femmes. Elle a fait une émission de télé qui a cartonné, excusez-moi du terme, où elle a défendu le droit à l'avortement, et ça fonctionne. Donc elle s'améliore, parce que Kamala Harris... Non, parce que le problème du vice-président aux États-Unis, c'est que pendant 4 ans, il faut qu'il se taise, en gros, et puis si jamais on a besoin de lui, on le fait venir. Donc là, on sent bien qu'on va vers quelque chose qui relève plus du duo, pour essayer de redynamiser, parce que Biden, il a un autre problème, c'est qu'il n'a pas de primaire, donc... Il parle en tant que président, mais il fait pas. Enfin, il a une campagne, comme vous disiez, qui est non. Il faudra qu'il défende son bilan, mais qui n'a pas démarré. Et la dernière chose, c'est que on est esbaudi par le résultat d'un petit État religieux conservateur du Midwest. Attendons un peu quand même que le combat aille vers les grands États, voir comment ça évolue, New Hampshire, comment les démocrates. La semaine prochaine. Et on sait que cette élection se jouera sur les 5-6 États clés habituels qui basculent d'une élection sur l'autre.
dans un an. Donc, la fin du monde n'est pas pour tout de suite. C'est-à-dire, attendons de voir un peu comment tout ça évolue. Trump a demandé que la crise économique vienne quand même à son secours, ce qui est quand même assez stupéfiant. Peut-être qu'il n'y aura pas de crise économique, peut-être que l'inflation va baisser, peut-être qu'il y aura plus d'emplois, peut-être que... Enfin, il y a plein de peut-être. Pour l'instant, ils sont vraiment au coude à coude dans les sondages, y compris d'ailleurs dans ce qu'on appelle les swing states, Trump-Biden. Mais bon, effectivement, on est encore à 10 mois. Pourront peut-être faire la différence. Il y a quand même des armes de l'autre côté qui ne sont pas négligeables. Rappelons-nous juste, même si ce n'est pas comparable, les midterms qui sont déroulés, donc les élections intermédiaires qui sont déroulées il y a 2 ans, tous les médias, tous les sondages donnaient une victoire très importante pour les candidats trumpistes. Et à la fin, Biden a quand même vraiment réussi à contrer l'avancée trumpiste et beaucoup de candidats trumpistes ont été battus. Donc effectivement, il faut voir ça dans la durée. Mais pour l'instant, c'est le bulldozer. Et encore une fois, personne ne se croit finalement capable. Je pense que même Ron DeSantis et Nikki Haley ne se sentent pas capables de faire face à Trump. Les dessinateurs. Pour il y a toujours eux, quoi faire, là. C'est plutôt une bonne nouvelle, le retour de Trump sur le devant de la scène, parce que franchement, c'est une caricature sur pied. Je vais vous montrer ce premier dessin du dessinateur espagnol Cap. Celui qu'on croyait avoir enterré trop vite revient parmi les vivants, fidèle à lui-même, vous le voyez, avec ses principaux attributs, la cravate trop longue, la casquette rouge et la bouche bien en avant, rien ne l'arrête. On l'a dit, victoire haut la main dans l'Iowa, sans même daigner, c'est ça qui est quand même incroyable, participer au débat avec ses candidats. C'est ça, il n'a participé à aucun débat. Même pas mal. Même pas besoin d'eux. Un deuxième dessin aussi du dessinateur italien Paolo Lombardi qui est assez savoureux parce que si ça continue comme ça, voilà le portrait de l'Amérique en novembre prochain. Trump, pas peu fier, qui est flanqué de ses supporters. Là, vous reconnaîtrez évidemment Jake Angeli, le complotiste du Capitole, le suprémaciste en chef du Ku Klux Klan, et puis le MAGA pro-armes. Inspiré au premier point, vous le voyez, par ces deux autocrates qui sont ces inspirations, Kim Jong-un et Vladimir Poutine. Ça fait rêver, n'est-ce pas, comme portrait. Et puis pour terminer, ce dessin qui nous vient des États-Unis du dessinateur Clay Jones, je traduis, si je me réinstalle à la Maison-Blanche, je n'aurai pas le temps de me venger. J'ai aussi dit que j'aurais pas le temps de jouer au golf. Mais voilà, je trouve que là, c'est le défi, le défi est total dans ce dessin, parce que comment caricaturer une caricature vivante, Clay Jones y arrive avec un certain brio. Je trouve que cette caricature de Trump a le mérite d'être inédite et unique. Bref. Tout cela ne nous réjouit pas. À suivre. Ce que disait l'historien français Patrick Boucheron sur Trump, c'est qu'on ne peut pas caricaturer précisément une caricature et que la force d'être populiste, c'est qu'on ne peut jamais faire une satire d'un populiste. Donc il est surpuissant parce qu'il est toujours, comme vous le dites, invulnérable parce qu'il est sa propre caricature. Ça, c'est très fort comme message. Alors, on va voir si, effectivement, on peut... Même message pour Emmanuel Macron ou pas. Emmanuel Macron qui veut régénérer son quinquennat. Il est bien coiffé, déjà. Difficile à caricaturer, disent les caricaturistes, justement. Oui, difficile parce qu'il est très lisse. Lui, il a le problème inverse de Trump. Il ne s'est pas constitué un personnage. Il échappe à tout. Puis il est tout le monde. C'est un caméléon. Il était Chirac une fois, il était Mitterrand une autre fois. La dernière fois, il était De Gaulle. Et ils ont même calculé la hauteur du pupitre pour que le rapport buste-table soit le même que celui de De Gaulle. C'est une vraie information du monde. Ça n'est pas une rumeur. Et justement, le président français qui a promis lors de cette fameuse conférence de presse un peu gaulienne, justement, une France plus juste et plus forte. C'est une conférence de presse qui a duré 2h30. Emmanuel Macron veut notamment un réarmement civique du pays. Il veut relancer la natalité. Il se rendra en Ukraine au mois de février, a-t-il dit. On l'écoute. Parce que l'infertilité progresse. Et je parle là d'une forme de tabou du siècle. Mais les mœurs se changent, on fait des enfants de plus en plus tard, l'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Alors Philippe, justement, indépendamment du pupitre, de la taille sur le fond, 2h30 de conférence de presse, c'était quoi ? Il y avait un côté... Il y a un humoriste qui dit très justement, c'était 2h15 en durée, mais le ressenti pour les électeurs de gauche était 6h ou 8h, parce qu'il a vraiment fait un coup de barre à droite assez monumental pendant cette conférence. La sortie qu'on vient d'entendre sur l'infertilité pourrait être interprétée de deux façons. On pourrait dire, tiens, c'est bien, comme l'infertilité a des causes environnementales, il va aller vers l'écologie, mais ça a été interprété plutôt comme on va remettre les femmes
à la maison. Et tous les mouvements féministes se sont braqués là-dessus. Et en fait, on a senti quand même une inflexion très conservatrice. Donc, il va chercher les électeurs de droite, mais c'est pas gratuit. C'est jamais gratuit chez lui. Il le fait pour les élections européennes. Il a mis Gabriel Attal face à Jordan Bardella. On a 2 jeunes coqs prêts à s'affronter. Et lui, il est là pour lancer la campagne, donner l'impulsion, aller chercher les vieux de droite qui votent, parce que c'est eux qui veulent chercher. C'est une réussite ou pas, Ziad ? Je sais pas, parce que toute la séquence est complexe. Il y a du super Macron, il y a du Macron à côté de la plaque, il y a on commence avec un gouvernement d'espèces de Superman, Superwoman qui sont chargés chacun d'un tiers du budget de la France, et puis on s'aperçoit que tout ça fonctionne de manière très très brinque-ballante, qu'on n'a pas vérifié, ce qu'on aurait peut-être dû faire quand même, où étaient les enfants du ministre de l'Éducation nationale. C'était peut-être une précaution qu'on aurait pu prendre, ou en tout cas s'y préparer. Donc on a cette espèce de gouvernement bizarre. Le plus jeune gouvernement quand même, très jeune. Bon, il y a un coup peut-être avec Attal, et puis le reste, bon, c'est un peu bizarre. Après, il y a cette conférence de presse où on a tout, sauf le social, à la trappe. Donc là, je suis d'accord avec vous, on vise un électorat de droite. Et puis, vis-à-vis des jeunes de ce pays, dont on dit qu'ils votent de plus en plus, ceci dit, Rassemblement national, la Marseillaise, l'école, l'uniforme. Moi, je me rappelle déjà à mon époque, c'était un problème. Donc, je ne vois pas comment on va mettre des enfants aujourd'hui, entre 8 et 15 ans, à l'uniforme. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe. C'est la tenue unique. C'est la tenue, la tenue unique. On en a parlé sur ce plateau il y a quelques mois. Apparemment, ça touche à certains en Angleterre, la tenue France, unique est devenue elle-même un marqueur de différence sociale entre ceux qui ont la jolie veste bleue, machin brodé, et ceux qui ont une veste bleue toute pourrie. Donc, je trouve qu'il y a, comme toujours, c'est ce monsieur beaucoup d'habileté. Mais il y a un moment, on est paumé. Vous avez dit, il y a du Chirac, du Mitterrand, Et puis, il va à Davos et il fait un supra-discours de Made in France où il dit, on a tout changé, c'est génial, venez chez nous. Et il n'a pas tort. La France, c'est pas le pays le plus mal en point de la zone UE en ce moment. Et donc, on finit par se demander, mais lequel des multiples Macron dois-je m'adresser sur... je vous dis, la seule chose qui me frappe quand même, c'est la disparition du discours social, qui était quand même un peu présent au début de l'ère. Richard. Écoutez, moi j'étais à l'Élysée dans la salle. Est-ce que tu as voulu poser une question en plus qu'il y a une polémique? J'ai levé le doigt, j'ai pas été choisi. Il y a eu d'ailleurs que 2 questions de la presse internationale, la chaîne Al Arabiya et The Economist. Écoutez, moi je trouve que dans tout ce qui vient d'être dit, tout est résumé, peut-être sauf une chose. Je pense qu'Emmanuel Macron n'a pas encore choisi quel président il veut être. et c'est-à-dire qu'il y a tous les personnages, mais il n'a pas choisi lequel va être Emmanuel Macron. Et on l'a très bien vu lors de cette conférence de presse. D'abord, il a commencé, au fond, c'est une conférence de presse en 2 temps. La première, c'était le super ministre Macron. Il était ministre de la Santé, il était ministre de l'Éducation, il déroulait, comme dans une déclaration de politique générale, même encore plus précis qu'une déclaration de politique générale. Puis dans la deuxième partie, c'était un président qui essayait de donner une orientation, mais qui là aussi est hésitant parce qu'il voit bien que la société ne lui répond plus. Et au fond, pour moi, la grande question, c'est ça. C'est est-ce que tout cet exercice dans lequel nous, les médias, il faut bien le dire, on est complices, c'est normal parce qu'on reçoit l'information, mais est-ce que tout ça n'est pas complètement virtuel ? Est-ce que les Français vraiment pensent que cette conférence de presse va changer quoi que ce soit à leur vie quotidienne dans les 2 années et demie. Je commence de plus en plus à en douter. Ouais. Je crois que c'est devenu vraiment au donc sens c'est quoi, c'est devenu du théâtre et du spectacle. C'est du théâtre présidentiel. Et d'ailleurs, les audiences n'ont pas été terribles. Et puis franchement, vu de l'étranger, qu'un président réquisitionne, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, réquisitionne la première chaîne, la deuxième chaîne, plus les chaînes d'information continue pour 2 heures d'écran, dans quelle autre démocratie vous voyez ça ? Et avec des questions polémiques qui sont reléguées à 22h. C'est quand l'audience est morte. Là, on va poser des questions qui fâchent. Et encore, les journalistes donnent l'impression de s'excuser. En disant, bon, c'est peut-être l'heure de poser les questions qui fâchent. Je vais me permettre quand même de vous demander. Mais attends, où on est, quoi. Enfin, c'est très révélateur, d'ailleurs, parce que le porte-parole de la presse présidentielle a pris la parole, vous l'avez vu au tout début, pour expliquer les questions n'ont pas été soumises au président, et je crois que c'est la vérité. Emmanuel Macron n'était pas au courant des questions. Et je peux vous dire que son entourage, ils étaient tout à fait au courant des questions et qu'il les sélectionnait. Et donc moi, finalement, s'il voulait vraiment être Emmanuel Macron, il aurait mieux fait de le faire à l'américaine, lui-même, de désigner, comme il le fait à Bruxelles, à la fin des conseils européens. Il n'est pas en difficulté, il sait le faire en plus. Eh bien non, là, on avait l'impression, encore une fois, il ne choisit pas. Il joue au super président et il laisse choisir les questions par son entourage de conseillers qui frissonne au moindre mot adressé au président. Les dessins.
Oui, mais 3 savoureux dessins. On commence par le dessin de Truand. On parlait justement des accents gaulliens et puis de la taille du pupitre. Voilà un exemple. Pour que la France reste la France, d'avant 1945, c'est vrai que ça sentait un petit peu la naphtaline. Slogan utilisé par Éric Zemmour d'ailleurs aussi. En plus. Ça a été relevé. Exactement. Un autre dessin aussi très savoureux paru dans Le Monde du dessinateur suisse, Hermann. Très bien vu. Macron s'adresse aux Français qui se lèvent tôt. Voilà. Parce qu'effectivement, il fallait en plus donc de la longueur de l'exercice supporter le virage sarkozyste en même temps, si j'ose dire. Et puis pour terminer, ce dessin tout aussi savoureux de CAC pour l'opinion, une chose est certaine, c'est que pour Macron, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc on pourrait presque l'intituler Macron 2, solo à plusieurs instruments. Le meilleur pour jouer du Macron, ça reste Macron. Non, c'est un homme orchestre, oui. Ça. C'est un homme orchestre, c'est lui qui imprime le tempo, qui souffle dans le pipeau, etc., etc. Mais quelle place pour Gabriel Attal qui va faire lui une conférence les Européens, il est là pour oui, mais gagner il va faire une déclaration de politique générale le 30 janvier. Et sans avoir la totalité de son gouvernement, parce que visiblement, on n'est pas sûr que tous les secrétaires d'État aient été nommés. Donc il va faire une déclaration de politique générale sans avoir... Il n'y aura pas de vote. Sachant que le président a déjà fait l'essentiel du travail. Ceci dit, il a ménagé son Premier ministre. Il a dit plusieurs fois, c'est le Premier ministre qui viendra vous préciser les choses. Il n'a pas été aussi méchant qu'avec Édouard Philippe, qu'il avait un peu humilié. Quand même sur le plan, alors je sais qu'on est un peu dans le règne de l'image, mais quand même sur le plan de l'image, quand il se déplace, Attal, il fout un coup de vieux phénoménal à tout l'entourage qui est autour, à tous les élus qui sont là, à tous les ex-ministres, à tous les patrons de région, dont on sent comme Macron, le comme point, Macron en 2017. Comme Macron, et lui, il arrive, et il a une aisance. Enfin, moi, je suis quand même assez épaté de l'aisance en plateau télé, sur le fond, sur la manière dont il réagit. Ça, c'est le pari tout de même d'Emmanuel Macron, avec Gabriel Attal. Oui, et il faut, alors, Philippe me contredira éventuellement, mais la communication, ça marche, il ne faut jamais l'oublier. La communication, ça marche. Communicant, je vais pas dire, et là, on a un exercice de communication avec Gabriel Attal, mais ça pose la question que j'évoquais. Meilleure communication que celle d'Amélie Oudéa-Castéra. Ah oui, ça y a pas de problème. Oui, mais est-ce que ça change la vie des gens ? C'est ça la vraie question. Amélie Oudéa-Castéra, ça braque les gens. En tout cas, ça les énerve beaucoup. Et elle a quand même abouti à faire retirer 3 millions de subventions à l'école de son fils, ce qui n'était pas quand même l'origine. Le but, il y avait une réponse facile en plus, c'est la fête. J'habite la rue de l'école où je mets mes enfants. Fin de l'histoire. 99% des Français auraient compris qu'on met son enfant à 100 mètres de chez soi. Donc elle est victime d'une erreur de communication. Elle est victime de sa propre erreur qui a consisté à vouloir donner un sens différent. Excusez-moi, elle dit une connerie. Il y a plein d'autres mots. Dire ce qu'elle dit au micro en disant c'est parce qu'il y avait de l'absentéisme et voilà, en gros, mon ministère, c'est le ministère de l'absentéisme. Je veux dire, le premier jour, c'était pas possible. En tout cas, il l'absout. Il parle d'une maladresse, Emmanuel Macron. Il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire autrement. Non. Ben là, il est fort, il faut reconnaître. C'est-à-dire qu'il l'absout en revenant à sa propre erreur. Il dit moi-même, j'ai commis un impair. C'était, vous vous souvenez, en Bretagne, avec ces ouvrières, je crois, d'une entreprise qui s'appelle GAD, qu'il avait traité d'illettrés. Donc moi-même, il m'est arrivé dans le passé de heurter, et donc je comprends ma ministre, elle s'est excusée. C'est quand même très fort, fallait y penser. Mais ça va être compliqué pour elle. Il ne cite pas son nom. Non, je crois pas, non. Il reste loin quand même. Il veut bien la défendre parce qu'il ne va pas non plus s'affaiblir tout seul, mais il ne va pas jusqu'à la soutenir non plus. Et par ailleurs, celle qui était vraiment dans l'axe de la caméra, c'est Rachida Dati qui mangeait littéralement l'écran. Alors, elle mangeait littéralement l'écran. Donc, Philippe, elle a été nommée ministre de la Culture. On sait que c'est un coup politique, là, pour le coup, pour Emmanuel Macron. Quelques jours après, elle a redit que son objectif, c'était Paris. Elle l'a dit officiellement. Non, c'est pas quelques jours, c'est le lendemain de la conférence présidentielle. C'est-à-dire le courage, pas le courage de l'inconscience de cette femme, quand même. Parce qu'elle le fait le lendemain, quoi. Elle surfe sur la conférence de presse et la communication pour faire son annonce à elle. Surfer sur l'annonce d'un président de la République pour annoncer sa candidature à la mairie de Paris. C'est Rachida Dati. Est-ce qu'elle s'est pris un petit texto après ou pas du chef de l'État? Dans les classements de popularité, elle est au top depuis des années. Elle a un style qui plaît. Ce côté un peu populiste. Elle est quand même élue dans un quartier qui n'est pas populiste. Elle est élue maire du 7e. Oui, mais elle aussi, elle peut jouer sur le fait qu'elle a des connexions partout maintenant dans cette grande bourgeoisie pariso-française. Et en même temps, elle parle très bien aux opinions
populaire. En même temps, elle a une historique elle-même d'intégration et d'émigration qui parle encore à d'autres gens. Donc, elle a beaucoup elle coche beaucoup de cases. Alors, il y avait un article chez nos confrères du Monde où elle dit qu'elle ne voulait pas être ministre de la Culture, qu'elle visait même un ministère de souveraineté, qu'elle a tenté sa chance pour un grand ministère de l'Intérieur, ou peut-être pour avoir la peau de son ami Darmanin au passage. Mais donc, elle existe et elle peut se permettre, maintenant qu'elle a signé en bas du contrat, elle peut se permettre de l'audace puisque c'est un peu ce qu'on lui demande. On va voir si ça marche. Encore une fois, est-ce que ça va marcher ? Richard, alors, sur la culture, il y a juste un point. Elle s'est positionnée tout de suite sur la culture populaire. Sur la culture populaire. Elle a dit, moi, je ne suis pas là pour le Festival de Cannes, je vais faire autre chose. Je vais ramener la culture là où elle doit être. Donc, une certaine habileté aussi là-dessus. Elle, à titre personnel, de toute manière, son obsession, c'est de préserver sa valeur. Il ne faut absolument pas qu'elle perde de la valeur durant ces 2 années, puisque... Il faut que ça soit un tremplin pour elle. Absolument. Donc, elle va tout faire pour rester Rachida. Absolument. Donc pour ne pas apparaître comme la ministre de la Culture de Emmanuel Macron. Et donc tout ce qui concourt à démontrer qu'elle garde une liberté de ton et d'expression, elle va utiliser. Pour moi, Rachida Dati, c'est une rappeuse. Elle fait du rap en politique. C'est-à-dire vous retrouvez tous les codes. Elle sait provoquer. Elle aime le luxe et d'ailleurs dans ses tenues, elle a toujours été très très proche des grands couturiers, etc. Et enfin, quand il s'agit de côtoyer les gens au pouvoir, elle se retrouve souvent beaucoup plus docile et on sait que dans le cas des rappeurs, ça peut arriver. Elle fait du rap. On va passer à l'actualité au Moyen-Orient cette semaine. Elle était très très dense avec les Houthis notamment qui revendiquent des tirs contre un navire américain dans le golfe d'Aden après les frappes américaines et britanniques sur des sites militaires au Yémen. Les États-Unis qui classent donc, ils l'ont redit aujourd'hui, ces rebelles d'entités terroristes. On va écouter Jack Sullivan, c'est le conseiller américain à la sécurité nationale. En mer Rouge, les attaques inconsidérées des rebelles houthis soutenus par l'Iran, notamment l'utilisation de missiles balistiques anti-navires, ont menacé la liberté de navigation et l'une des voies navigables les plus vitales du monde. Plus de 50 pays ont été touchés par près de 30 attaques. La semaine dernière, les États-Unis et le Royaume-Uni, avec le soutien de l'Australie, de Bahreïn, du Canada et des Pays-Bas, ont frappé au Yémen un certain nombre de cibles utilisées par les Houthis pour organiser et lancer ces attaques. Alors, la France ne participe pas à ces tirs donc américano-britanniques qui sont des tirs directement au Yémen. C'est pour ça que la France... Est-ce que l'escalade est inévitable ? On est déjà dans une escalade ? Non, on est déjà dans des processus d'escalade avec des acteurs qui sont à la fois très sûrs de ce qu'ils font et en même temps très déstabilisés. Je pense que les Américains, quand ils ont fait les premières salves, ils pensaient que ces premières salves pouvait éventuellement arrêter le processus d'intervention des Houthis, ce qui était probablement une erreur de lecture, parce que pour les Houthis, au contraire, les premières salves leur ont donné un badge d'honneur. Ils s'imposent comme un pays en guerre contre l'Amérique, ils parlent à leur opinion, etc. Et donc, ils en ont pris d'autres, et ils résistent, et ils envoient encore, et ils vont reprendre d'autres. Et donc, on est rentré dans un circuit qui n'était pas forcément celui que les Américains avaient en tête. Autre acteur qui est à la fois très puissant et très déstabilisé, l'Iran. L'Iran, on pense que... Enfin si, c'est un régime qui fonctionne sur le plan stratégique de manière relativement raisonnable, mais qui en fait est tout le temps à contre-pied depuis le début de la crise. Ils ont été surpris, je pense, par les attaques du 7 octobre, parce que eux, leur calcul était un calcul de relatif apaisement dans la région, avec les Saoudiens, avec les Américains sur la négociation sur le nucléaire, avec la libération d'un certain nombre de leurs fonds, etc. Et d'un seul coup, la tension remonte, et donc ils prennent des décisions, et ils sont attaqués. Chez eux avec un attentat assez terrible le 9 janvier, je crois, 90 morts. Des gens proches d'eux sont ciblés par les Américains et par les Israéliens. Et donc, ils réagissent de manière, et c'est là que c'est un petit peu inquiétant, ça devient des réactions un petit peu, pas irrationnelles, mais on se demande, envoyer des missiles au Pakistan avec qui ils ont quand même une relation de proximité, de voisinage et de relative entente, d'un seul coup, pourquoi les missiles qu'on envoie à Erbil et en Syrie, ça a posé un problème aux Irakiens qui sont pourtant pratiquement de facto leurs alliés. Donc ça crée de l'instabilité dans une région qui est déjà au fer rouge, c'est-à-dire que le moindre dérapage de plus. La seule chose, je pense, qu'ils ont montré, c'est qu'ils avaient des missiles qui étaient capables d'aller jusqu'à Erbil, jusqu'en Syrie, et que donc, si vous êtes capable d'aller jusqu'en Syrie, je pense que le message implicite, c'est que je suis capable d'aller plus loin.
Richard, les Houthis sont les proxys de l'Iran, mais c'est vrai qu'ils sont indépendants. Enfin voilà, ils ne sont pas le bras armé de l'Iran. Jusqu'à quel point ils sont contrôlés à 100%. Voilà, jusqu'à quel point sont-ils contrôlés. En tout cas, il y a quand même une escalade, et surtout, c'est intéressant de voir que les États-Unis ont riposté directement avec des frappes sur des sites militaires au Yémen même. Là, on ne parle plus d'échanges de tirs dans cette fameuse mer Rouge, dans ce détroit. D'abord, il faut bien le dire, du point de vue du commerce mondial, il y avait le forum de Davos qui se termine ce week-end, c'est quand même un début de panique. Parce que si les Houthis, si leurs capacités militaires ne sont pas anéanties ou réduites au minimum, on va avoir d'autres frappes de ce type et les armateurs vont dérouter leurs navires avec toutes les conséquences que l'on sait. Et moi, je suis très frappé qu'à Davos, les grands patrons, vous avez remarqué leur silence. C'était avant l'arène où les patrons donnaient des leçons au monde entier. Maintenant, ils ne donnent plus de leçons. Il n'y a que les politiques qui parlent, tout simplement parce que les patrons, le monde est devenu trop compliqué pour eux. C'est un peu la risque géopolitique. Absolument. Alors après, on ne peut pas s'empêcher de faire un lien tout de même entre la position du Hezbollah et celle des Houthis. Le Hezbollah qui aimerait sans doute, ou qui aurait pu riposter davantage après ce qui s'est passé à Gaza, ne le fait pas par peur d'une opération israélienne massive et d'un anéantissement pour le coup, ou en tout cas de très graves dommages au Liban, et ça se passe du côté des Houthis. À mon avis, il y a là quand même une symétrie, ça prouve bien que l'Iran, d'une manière ou d'une autre, a deux fers au feu. Philippe. Et la position de la France aussi, en tout cas, assez claire. On ne participe pas à des tirs directs au Yémen. Alors de ce point de vue-là, elle est claire. Sur ce point précis, elle est claire. Après, la question, c'est est-ce qu'elle est compréhensible de l'extérieur sur tout le reste ? Et là-dessus, il y a un vrai débat. Du côté de l'Élysée, pour avoir des entretiens réguliers, on a le sentiment d'avoir un message extrêmement clair sur la crise israélienne. Et de l'extérieur, pas du tout. Alors, ça dépend vraiment de la vision qu'on a. Mais moi, par exemple, je serais incapable de dire quelle est la position française sur la crise israélienne. Typiquement, le chef de l'État est interrogé là-dessus. Il dit d'un côté, on va, le 7 février, commémorer les morts français du 7 octobre, ce qui paraît complètement naturel. Et de l'autre, on va demander un cessez-le-feu à Gaza, ce qui est absolument inacceptable d'un point de vue israélien. Donc, est-ce qu'on a une politique ou est-ce qu'on a des déclarations pour faire plaisir à tel ou tel interlocuteur ? C'est difficile à voir de l'extérieur. La communication n'est pas claire. Encore une fois, je pense que les acteurs, au-delà des apparences, sont profondément déstabilisés. C'est-à-dire, ce qui se passe aujourd'hui, personne ne maîtrise entièrement. Les Français disent deux choses en même temps, donc c'est très compliqué, veulent préserver l'un. Les Américains ont fait savoir qu'ils dialoguaient en permanence avec le Premier ministre Netanyahou, tout ça pour se prendre une salve hier où le Premier ministre Netanyahou... Ils viennent de s'entretenir, Biden et Netanyahou. Oui, enfin, c'est le dialogue de sourds entre les deux aujourd'hui. Et Netanyahou leur dit « je m'en fiche complètement, moi j'ai mon point de vue ». Je pense que même le gouvernement de Netanyahou se retrouve lui-même déstabilisé parce que je ne pense pas qu'ils avaient anticipé que la campagne de Gaza allait ramener la question des deux États aussi haut dans l'agenda. C'est-à-dire que maintenant, pour tous les États qui sont dans un processus de rapprochement d'Israël et pour les Sud globaux et pour les Américains, c'est redevenu la Pax Americana, c'est les deux États. Alors que c'était pas du tout ce qu'on voulait du côté de ce gouvernement. Donc tous les acteurs sont là avec des armes et avec des morts et avec des bombes et avec des attentats. Et donc, c'est pour ça que c'est devenu extrêmement sur un fil parce que le terrain du conflit s'élargit, se rétrécit, les bateaux, c'est très, très compliqué. D'où toujours ce risque d'escalade ou désescalade. Enfin, on utilise ce terme encore. Les dessinateurs. Oui, je vais vous montrer un premier dessin très intéressant du dessinateur turc Ahmed Rama, quand le dessin de presse en fait se sert à bon escient, je trouve, de la géographie et de la cartographie. On a ce dessin que vous voyez à l'écran, où comment justement ce détroit stratégique de Bab el-Mandeb est soumis aux attaques des Houthis qui empêchent tout trafic maritime. Il est très, je trouve, évocateur. On a un autre dessin aussi vu des États-Unis du dessinateur américain Cal. L'Iran étend son influence, mais préfère une approche non interventionniste et télécommander justement ses proxys, que sont, on le voit sur le dessin, les Houthis, le Hamas, le Hezbollah, les milices syriennes pro-iraniennes. Donc l'image, elle est assez éloquente, elle a le mérite de simplifier un petit peu la complexité du terrain, parce que le terrain est très complexe, et c'est ce que dit Kroll dans ce dernier dessin, Kroll, dessinateur belge pour Le Soir, qui résume très bien la situation par ce dessin de très bon sens. Tension
tensions entre l'Iran, parce qu'il y a le Pakistan aussi dans tout ça. Il y a beaucoup de tensions partout, papa. Non, c'est un petit peu, quand on regarde tout ça et quand on voit la complexité du terrain et la poudrière potentielle que c'est un petit peu ce qu'on se dit en regardant notre télévision. On n'y comprend peut-être pas tout, mais en tout cas, ça sent pas très bon. On essaye en tout cas d'en parler. L'Équateur, en parlant de complexité, l'Équateur avec ses forces armées, c'était une image forte hier, puisque les forces armées en Équateur se sont lancées dans cette opération dans la prison de Guayaquil. Le procureur, qui était donc chargé de cette enquête sur l'assaut qu'on vous a montré, assaut contre une télévision, il a été assassiné. 2 hommes, soupçonnés d'être impliqués d'ailleurs dans l'assassinat, ont été arrêtés. C'est vrai, Richard, que c'est quand même stupéfiant ce qui se passe dans ce pays, qu'on voyait quand même assez stable, petit pays, je crois 18 millions d'habitants, tout soudainement pris donc au milieu de gangs jusqu'à même la capitale, Quito, et avec donc la mort d'un procureur, une descente de policiers, un état d'urgence qui est déclaré. Et c'est vrai que c'est stupéfiant. Oui, alors c'est pas si étonnant que ça. C'est-à-dire que la manière dont ça s'est passé est très spectaculaire, puisqu'il y a eu l'évasion de ce chef de gang, qu'il y a eu les propos du président. L'Équateur est un pays où l'État est traditionnellement faible. Il y avait quand même des pans entiers du pays qui échappaient littéralement à l'autorité de l'État. Et puis, par ailleurs, je dirais, on a laissé y proliférer les gangs qui, notamment, c'est un couloir de transit vers la mer pour ce qui sort de Colombie. Guayaquil, donc en fait, voilà, exactement, ville. Le port de Guayaquil. Alors, moi, mon impression, c'est que si ça continue, les Américains risquent d'intervenir d'une manière ou d'une autre. Ah oui, vous pensez ? Je pense que si ça continue, si le pays sombre dans le chaos, ça ne veut pas dire qu'ils interviendront militairement comme ils l'avaient fait à la Grenade, mais je pense qu'il y aura une opération rapide des Américains, parce que laisser ce pays, ou alors de pays de la région... Est-ce que l'Équateur souhaiterait cela ? Non, mais là, franchement, on est sur une plaque quand même sismique. C'est-à-dire que si un pays comme l'Équateur, si l'autorité de l'État est complètement sapée par des gangs, et si les gangs devaient l'emporter, ce qui n'est pas fait pour l'instant, là, ça créerait un réel problème. Donc je pense qu'à Washington, on regarde ça de très près. Le fait que pour l'instant, justement, on n'en parle pas trop publiquement du côté de Washington, ça me laisse à penser qu'il y a des choses qui se préparent. En tout cas, Diana Salazar, qui est la procureure générale, elle a tweeté en réponse au meurtre de notre collègue César Suarez. Ils essayent manifester une sorte d'union sacrée dans le pays pour justement qu'il y ait une vraie bataille contre ces gangs. Le magistrat a été tué de 20 balles en pleine journée alors qu'il circulait au volant de sa voiture. Oui, c'est choquant. Après, la guerre contre la drogue, elle passe beaucoup par la communication, mais elle passe aussi et surtout par des actes, et c'est plus les actes qui pêchent. En l'occurrence, pour le gouvernement de l'Équateur, en France, c'est un peu pareil. Donc on a des discours extrêmement martiaux sur la guerre contre la drogue, et en même temps, il y a des circuits illégaux qui se renforcent, notamment grâce au nord européen, qui est peut-être moins contrôlé ou plus pénétrable, comme le Bruxelles ou... qui deviennent des plaques tournantes, et on a un sentiment de déperdition de l'autorité de l'État. Donc la parole, c'est bien, mais il y a un moment où si l'État ne se manifeste pas concrètement dans la rue, les gens n'y croient plus. Et c'est là qu'il y a un effet de réaction. L'État, c'est de la croyance. On a tous une croyance commune dans la capacité de l'État à nous interdire de faire des choses. Si on arrête collectivement d'y croire, voilà, il faut qu'il soit présent pour qu'on y croie. Alors justement, là, on parle de 20 000 militaires dans Guayaquil, avec des premiers résultats, 1975 personnes arrêtées pour terrorisme, 5 terroristes, entre guillemets, abattus, 32 otages libérés. Enfin, voilà ce qu'on peut lire. Il y a une certaine fermeté, en tout cas. La sémantique est intéressante, parce que là, on parle de terrorisme maintenant. C'est-à-dire qu'on assimile le trafic de drogue au terrorisme, ce qui n'est pas inintéressant. Moi, ce que je lis dans cette histoire que je ne connais pas bien, c'est d'abord la puissance du narcotrafic. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et vous le disiez, Philippe, on ne parle pas de l'Europe, mais aux Pays-Bas, le narcotrafic, on parle d'une infiltration du narcotrafic dans l'appareil d'État. On n'est pas loin de ça en France, à Marseille. Tous les jours, il y a un mort ou presque. On n'en parle pas beaucoup. Enfin, ça fait des brèves à la radio et à la télé, mais bon, donc c'est très puissant. Ce qui s'est passé aussi, semble-t-il, en Équateur, c'est que les flux du trafic ont changé, c'est-à-dire que le Pacifique, qui n'était pas une porte de sortie, est devenu une porte de sortie pour la drogue colombienne et péruvienne.
que les ports ont été privatisés, semble-t-il, ou laissés à des acteurs privés. Et donc, forcément, tout le fragile appareil dont vous parliez de l'État équatorien, qui était à peine a sombré. Donc, et quand on voit les sommes que ça génère, je crois que c'est la première, probablement la première industrie du monde. J'ai pas les chiffres en tête, mais illégale, mais c'est la première industrie du monde. Donc, forcément, la corruptibilité des gens est énorme. Le Mexique, on en parle. Enfin, je veux dire, il y a des pays paradoxaux. Le Mexique est une des premières destinations touristiques du monde, qui est un des premiers pays en termes de développement économique et de croissance émergente. C'est aussi un narco-state avec des morts tous les jours, et pas des fois par dizaines, avec des États qui sont à peine tenus par la police fédérale, qui elle-même est corrompue. Donc, que l'Équateur lui-même finisse par être touché, malheureusement, ça ne me semble pas très surprenant. Les images sont surprenantes. Les images sont surprenantes. Les dessinateurs. On a un dessin du grand dessinateur équatorien Bonil qui montre un petit peu ce constat d'échec dont on vient de parler, qui résume très bien la situation. C'est que le narcotrafic est en soi un phénomène tellement profond et tellement souterrain que la répression militaire qu'on voit en surface là ne suffira de toute façon pas à l'endiguer. C'est terrible parce qu'entre la surface et le souterrain, on voit que ce sont les squelettes des victimes qui s'amoncellent et qu'en dessous, le business il se fait tranquillement entre le blanchiment d'argent, la corruption, les armes qui circulent, le trafic, tout se passe dans le calme dans ces souterrains. Et puis pour terminer, ce dessin aussi du dessinateur portugais Rodrigo, on parlait de la plaque sismique, Richard. On voit que le pays s'enfonce dans un cycle de violence infernale, alors que jusqu'ici, il semblait un petit peu préservé de ce fléau qui quand même gangrène tout le continent latino-américain depuis maintenant des années, le Mexique étant effectivement un exemple. Le Mexique, où il y aura une élection présidentielle cette année à suivre et qui opposera pour l'instant 2 femmes. Et on termine avec le sport, bien sûr, la Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'effectivement, Ziad brûle d'envie d'en parler de cette Coupe d'Afrique. Alors, en fait, qu'est-ce qui la caractérise cette année ? On a l'impression que les équipes favorites sont mises en difficulté, c'est un peu ça ? Non, d'abord, c'est de l'actualité sympathique. Ah mais bien sûr. Mais on est ravis de terminer avec. On en parle beaucoup sur France 24 de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un événement sportif très important qui est devenu un événement international petit à petit. Donc ça montre aussi l'évolution et du football africain et de l'Afrique. C'est un événement pour la Côte d'Ivoire qui jusqu'à présent, à part une petite problématique de billetterie au début, qui jusqu'à présent arrive à mener cette Coupe d'Afrique avec un certain talent. Et puis, c'est aussi un enjeu. Bon, après, il y a tout le débat qu'on a eu sur ce plateau il n'y a pas longtemps sur à quoi ça sert de dépenser des centaines de millions pour faire une Coupe d'Afrique. Est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est pas utile ? Moi, je suis de l'avis que c'est utile et que ça amène une énergie et un regard sur un pays, et que le seul problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces 3 ou 4 stades qui ne sont pas à Abidjan. Ça, c'est une vraie question. Et la dernière chose, c'est le pari sportif. Vous disiez que les favoris étaient pas bien barrés. Pour le moment, ils ne sont pas si mal barrés que ça. À l'heure où je vous parle, il y a un Sénégal-Cameroun qui a l'air d'être aux mains du Sénégal. Je ne sais pas si ça sera fini, si on sera rediffusé, je me serais peut-être trompé. Et le Maroc joue très bien. Donc les 2 favoris principaux de cette compétition, qui sont le Sénégal et le Cameroun, jouent très bien. Le pays hôte est en difficulté, ça peut arriver, la Côte d'Ivoire. Et les autres, comme toujours, des petites équipes surprenantes, le Cap-Vert, la Guinée équatoriale, enfin des gars qui arrivent là sur les côtés et qui bouleversent les données. Mais donc c'est très agréable à suivre. Richard ? Oui, moi je crois que je suis de l'avis de Ziad. Je pense que ce genre de compétition sportive dans un pays comme la Côte d'Ivoire est sûrement une bonne nouvelle. Alors après, le risque des éléphants blancs, les stades qui ne seront plus utilisés, mais quand on voit, semble-t-il, la joie dans les rues, sans pour l'instant d'accidents, de dommages majeurs, etc., je crois qu'il faut s'en féliciter. Oui. On aura le même débat sur les Jeux Olympiques. Est-ce que on l'a déjà. On l'a déjà. C'est un jour, ça verra quelque chose. Est-ce qu'on aura la même ferveur pendant les Jeux Olympiques que pendant la Coupe d'Afrique des Nations ? Je ne suis pas sûr. C'est une question que le monde entier se pose. Est-ce que ces râleurs de Français, est-ce qu'il y a un moment, ils vont basculer dans une forme de « Ah, quand même, il y a les Jeux Olympiques » ou est-ce qu'ils vont râler jusqu'au bout et jusqu'au dernier ? Mais ça, c'est parce qu'on est nous. Mais par contre, la Coupe d'Afrique, ça unit toutes les nations, toutes les diasporas. Regarde, c'est un moment vraiment important et c'est planétaire. Ouais. Et ça, je trouve que c'est fantastique parce que tout le monde se sent un peu concerné quand même.
C'est important. Et dessinateur? Un petit pas de côté pour finir, un dessin qui fait du bien du dessinateur français Rodot, la trouvaille de Rodot. L'impact de la CAN sur le championnat de France. Bon, ben, on va faire avec ce qui reste, puisque tous les excellents joueurs africains sont occupés. Mais ceci dit, c'est un pas de côté, mais qui est une vraie discussion entre le football africain et les grands clubs. C'est parce que comme elle se joue en hiver, au moment où les grands championnats européens sont en cours et que la plupart des grands joueurs africains sont en Europe souvent, et donc on les prend à leur club, et donc il y a une discussion assez dure entre les clubs, la FIFA et la Confédération africaine de football pour préserver cette Coupe d'Afrique, pour que les stars africaines puissent y participer. Merci Ziad, merci Richard, merci beaucoup Laure, Philippe, merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous sur France 24, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux et en podcast.